est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 19h50. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité ce soir. La traversée de la mort, le fleuve Nion engloutit une dizaine de personnes à bord d'une pirogue de fortune qui ambitionnait rejoindre l'autre bord du lieu-dit Malombo. Fuite de gaz dans le pays, l'odeur d'une pénurie de gaz comestique se fait ressentir dans les grandes villes alors que le produit se fait rare dans les dépôts. Grossistes et détaillants sont en feu. Rentrée parlementaire ce mardi 7, la session parlementaire du mois de juin s'est ouverte. Nous ferons le point sur les principaux faits marquants comme cette invitation à plus de patriotisme de Kavayegue Djibril. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. Nous démarrons ce journal avec une bien triste nouvelle. Une dizaine de personnes disparues lors d'un naufrage pendant la traversée du Nion au lieu-dit Malombo dans le Nion-Ekele. Selon les premières informations, les naufragés effectuaient la traversée à bord d'une pirogue de fortune. Après recoupement sur le terrain, la plupart d'entre eux ne portaient pas de gilet de sauvetage. Informés, les autorités sont descendues sur le terrain. Après la fouille systématique, il en ressort qu'une seule personne pour le moment, une femme, a pu avoir la vie sauve. Une enquête est ouverte et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de l'information. Au registre des faits de société, des camions transportant des grumes de bois interpellés dans une bourgade Longnois de Yabassi. Tout est parti de la colère des riverains qui disent n'avoir rien reçu de l'abattage. De fil en aiguille, les responsables des faunes et forêts découvrent qu'il s'agit d'un trafic illicite. Les précisions, c'est avec David Sandio et David Djonté. Des véhicules transportant des billes de bois stationnés ici au village d'Okama, dans l'arrondissement de Yabassi. Des villageois posent des barricades sur la voie publique. Question d'empêcher l'évolution des éléphants de la piste, puisqu'il y a soupçon d'exploitation, mieux, de trafic du bois en marge de la réglementation. Toute chose que confirme la délégation départementale des forêts et de la faune du département d'Unkam. Nous sommes tombés sur un groupe de camionneurs qui était déjà chargé, prêt à acheminer le bois à Douala. Nous avons intimé l'ordre à ce que ce camion soit conduit au niveau de la délégation départementale du camp. Ils n'ont pas voulu obtempérer. J'ai donc décidé d'appeler monsieur le préfet qui a immédiatement envoyé le rapport sur le terrain comme vous avez vu tout à l'heure. Il m'a envoyé le contingent des éléments de la gendarmerie. La communauté villageoise déclare être abusée puisqu'elle est censée recevoir des quotes-parts à l'abattage, mais ici, tout est flou et certains fils du coin accusés de ne pas jouer franc jeu. Nous, on réclame nos maîtres cubes. Donc, il ne peut pas sortir sans que nos maîtres cubes soient là. Nous n'avons rien à y voir. C'est l'exploitant ou celui qui exploite, il doit voir le village. Le bois ne doit pas sortir. Et ça, on a trouvé ça à l'insu. Nous n'étions au courant. Quand c'est nous-mêmes qui gâtons nos forêts, je pense que ceci va permettre à d'autres frères de voir que c'est un mal qu'il faut déraciner. Malgré le jeu trouble, les protecteurs de la forêt ne désarment pas. L'exploitation du chauffeur qu'on a pris pour nous permettre d'aller au bout de la chaîne qui se cache derrière cette exploitation illégale. Même au niveau du village, les villageois, la population n'ont pas voulu collaborer avec nous. Nous allons mener les enquêtes jusqu'au bout. Pour l'instant, les billes de bois sont marquées et les conducteurs de camions sous exploitation à la gendarmerie. De Yabassi à la ville de Yaoundé, à présent, un suspect gardé à vue blesse grièvement une policière en service. Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi au poste de police de la gare Voyageurs. En attendant les éclairages de la Sûreté nationale, nos reporters Daniel Anissé-Boudier et Raoul Gouffaut nous livrent cet élément.
Autour de la gare voyageur de Yaoundé ce mardi, des riverains croient savoir ce qui s'est passé au poste de police dans la nuit de dimanche à lundi. Les témoignages vont dans tous les sens. On était assis là, on est venu le matin, ça me surprend qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qu'on a arrêté ici, il descend dans le train, où il veut voyager, il fait comment, on ne sait pas. Et je demande que, mais qu'est-ce qui s'est passé? On me dit que non, on l'a interpellé, on a mené au poste, il n'a même pas assez beaucoup de problèmes. Entre-temps, il y a des femmes qui sont assises, ils sont en train de prier. Moi, je n'ai pas vu, mais on me dit. C'est là où les gars qui me disent que bon, il a pris la machette. J'ai posé la question que la machette là, c'est so où? Il me dit que la machette, il a trouvé ça au poste là-bas. C'est là où il a commencé à découper les gens pour qu'ils s'enfuient. On dit que c'est un monsieur, il s'est arrêté vers la police, mais il est sorti des commissariats. C'est comme ça qu'en courant, les deux policiers sont en train de le suivre. C'est comme ça qu'il a sorti la machette. C'est pour cela qu'on a compris qu'on voulait l'agresser, deux policiers à la gare voyageur. D'autres plus loin évoquent même la possibilité d'une attaque terroriste. Mais d'après une source digne de foi proche du poste de police de la gare voyageur, il ne s'agit point d'une attaque extérieure, mais plutôt d'un forcené gardé à vue qui, à l'aide de machettes tirées dans les bureaux du poste, s'en serait pris aux deux femmes policières qui assuraient la garde. L'une d'elles, grièvement blessée, serait actuellement prise en charge dans un hôpital de la place et le principal suspect, maîtrisé par les forces de police. Et vu qu'on parle des forces de l'ordre, le ministère de la Défense annonce la mise aux arrêts de 4 militaires à Bamenda. Ces derniers sont responsables de la mort de 9 villageois, dont une fillette de 18 mois dans le village de Misson à Fundong, département de la Menchoum. D'après le communiqué signé du chef de division de la communication, les soldats en battu sont tombés sur un groupe de villageois et ont eu une réaction inappropriée, inadapté à la circonstance face au refus d'obtempérer des populations. Ces derniers feront usage de leurs armes de dotation. Nous y reviendrons également. Et nous le disions en titre, une autre pénurie en cours au Cameroun, celle du gaz domestique. Depuis quelques semaines, cette denrée se fait rare dans les dépôts et les stations, notamment dans la ville de Yaoundé, où grossistes et détaillants pointent du doigt les difficultés liées à l'importation. Constat fait par Daniel Anissé-Boudier et Guy Ekoto dans cet élément. Difficile en ce moment d'obtenir du gaz domestique à Yaoundé. Dans les quartiers Etoudi et Santa Barbara, on roule à longueur de journée à la quête du précieux sésame. Ça ne va pas. J'ai déjà fait la ronde depuis la matinée, là on cherche Cladin, on cherche même STM, il n'y a pas. Donc vraiment ça ne va pas. Nous sommes devant là, qui va même t'expliquer, on te dit seulement qu'il n'y a pas le gaz, tu tournes le dos, tu pars, tu vas faire quoi. Dans ce lieu de vente, des dizaines de bouteilles vides. Pas une seule livraison depuis des semaines. Même pas les gars, voilà tous les 3 bouteilles qui nous restent, ce n'est que brocal. On comprend quoi, quand on est seulement comme ça, on attend les camions qui passent, on achète, on ne peut pas comment. Ça ne passe même pas. Dans les dépôts de gaz, cette pénurie s'explique par des difficultés liées à l'importation. Depuis un temps, on nous fait savoir que les bateaux n'ont pas pu accoster pour ravitailler en gaz domestique. Donc depuis un certain temps, la petite production qui est faite au niveau de Bifaga, au Cameroun, ne peut couvrir toute la demande. Donc tous les marketeurs sont à sec, comme on dit. Les pénuries s'enchaînent. Il y a quelques semaines, c'était le gazole. Avant lui, le ciment, la tôle ondulée et le fer, qui, bien que de retour sur le marché, connaissent toujours une flambée des prix. Examen officiel en scène ce mardi, les candidats au brevet d'études du premier cycle. Entre stress et détermination, les candidats ce matin ont eu un réveil tout particulier. Parmi eux, Aladji, 14 ans, qui a accepté nos caméras dans son intimité pour vivre ce moment. Le reportage de Maria Mazou et Bertrand Sassé. Calculatrice, récépissé, stylo, crayon, même le cache-nez est au rendez-vous. Ici, toute fin prêt et n'attend que notre jeune candidat au brevet d'études du premier cycle. Aladji peut maintenant prendre son petit déj calmement.
Difficile pour lui aujourd'hui d'avaler 2 bouchées de gâteau. L'adrénaline monte, même s'il garde son calme. Naturellement, je suis quand même un peu stressée, mais j'arrive quand même à gérer la situation en gardant le sourire. Avant de se rendre dans son sous-centre d'examen, le futur breveté s'assure qu'il n'a rien oublié. Il se fait aider par sa petite maman, qui profite une fois de plus pour lui souhaiter bonne chance. Oui, j'ai tout vérifié. Je me suis quand même assurée que tout soit prêt, que mes bics écrivent, que je n'ai rien oublié. Bonne chance, mon fils. Je te souhaite bonne chance de tout mon cœur, que tu réussis. D'accord, merci beaucoup, maman. Merci. Son papa, quant à lui, est serein et confiant. Il nous confie d'ailleurs que son fils s'est préparé pendant des mois pour affronter son examen. Effectivement, je suis très content. Il a pris tout le temps de se préparer pendant 9 mois. Je pense qu'il sera à la hauteur. J'ai confiance. Notre jeune candidat enfile à présent ses chaussures et prend la route de l'école. Conduit par son père jusqu'à l'entrée du sous-centre du lycée L'Éclair, il fait un signe de la main en guise de revoir et entre discrètement affronter les épreuves écrites du BEPC qui débutent ce jour. 3 candidats absents du sous-centre du lycée bilingue de Melon. Pour ce qui concerne le BPC au CETIC de Melon, les épreuves écrites du CAP STT et industriel qui ont démarré depuis hier se poursuivent sereinement sans aucun incident. Faisons le point avec Arnaud Devarioda sur place. C'est à bord des mototaxis, moyennant 250 francs le coût du transport, que les candidats au BEPC arrivent au sous-centre d'écrit du lycée bilingue de Melon, situé à près de 4 km du centre-ville. À l'entrée, le protocole du type examen est appliqué. Fouille systématique, prise de température, lavage des mains obligatoire. On a 3 absents, exclusivement chez les garçons. 2 élèves du lycée bilingue. Bon, donc 341 candidats qui sont présents, qui ont engagé, qui ont commencé avec ces épreuves. Et pour l'instant, tout se déroule bien, tout est calme, il n'y a pas d'incident. Voilà. Non loin, les épreuves du CAP STT et industriel captent notre attention. Les candidats face à leur destin font valoir les enseignements qu'ils ont reçus durant 9 mois. Pour ce qui est de la session 2022, le CAP industriel abrite dans notre sous-centre 4 spécialités, à savoir maçonnerie, électricité, marée et menu. Dans l'ensemble, nous avons accueilli 131 candidats qui sont effectivement dans les salles de classe en train de composer. Et vous-même, vous avez constaté, ils sont sereins. Depuis hier, nous n'avons enregistré aucun absent. À la fin des premières épreuves, les candidats sont plutôt sereins et optimistes. Nous avons commencé les épreuves du CAP depuis hier, à se poursuivre aujourd'hui. Jusqu'ici, tout se passe bien. Super. Nous avons très bien commencé ce matin dans les premières épreuves qui sont études de texte et la correction orthographique. Et nous allons continuer dans l'informatique. Ça, c'est une très belle journée. Ces épreuves étaient trop bien et trop légères. En dehors de quelques absences, aucun incident majeur n'a été enregistré. La première journée terminée, il ne reste plus qu'attendre la fin de ces épreuves pour dresser le panorama du déroulement de cette session dans ces sous-centres. Et on parle santé à présent à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité alimentaire. Le 19h50 s'intéresse à quelques astuces et pratiques pour ne pas attraper une maladie liée à une mauvaise alimentation. Junior Ossin, Henri Chinda ont rencontré un spécialiste de l'hygiène de vie, rien que pour vous. Reportage. Bien s'alimenter, c'est à la base connaître la qualité de son aliment. Il y a 2 aspects, l'aspect visuel, déjà à vue d'œil, pour les connaisseurs, on sait si l'aliment est sain ou pas. Et puis maintenant, sur le plan gustatif ou biologique, avec la communication que cet aliment vous renvoie, que cet aliment fait avec vous, une fois qu'il a été consommé. Les mélanges des aliments seront alors déconseillés par ce spécialiste de l'hygiène de vie. Vous avez quelqu'un qui il va dans un cafétéria, alors il consomme l'avocat. Dans l'avocat, on met du lait. Dans l'avocat, on met quoi? Des pâtes, les spaghettis. Et puis une fois qu'il a mangé, il prend un bon jus.
ceci ou alors une bonne bière. C'est toxique. Mal se nourrir ou consommer des aliments de mauvaise qualité peut entraîner des maladies graves. L'alimentation influence énormément l'hypertension, vous savez, avec le mauvais sucre et bien d'autres choses aussi. Il y a par exemple le stress. Le stress, c'est un tueur silencieux qu'on néglige parce que bon voilà, il n'est pas très visible, mais en fait il agit. Vous pouvez consommer une bière, vous pouvez consommer, c'est pas un beignet qui change complètement votre système physiologique. Et puis voilà, et puis vous êtes tout le temps stressé jusqu'à ce que vous atteindrez à la phase qu'on appelle le stress chronique, qui devient très dangereux. Donc vous perdez votre bien-être. L'éducation alimentaire est vivement recommandée au sein des familles et au sein des écoles pour préserver notre corps d'une éventuelle maladie liée à une mauvaise alimentation. Et on reste sur le sujet. Avez-vous l'habitude de consommer des aliments de qualité? Très peu respectent les normes établies par l'OMS sur les marchés. Les raisons évoquées, le manque de moyens financiers. Samuel Bayra et Thierry Nana pour plus de précisions dans ce reportage. Même si le verre est dans l'aliment, très peu tiennent compte du facteur qualité avant toute consommation. Oui, par moment, je tiens compte de la qualité de l'aliment avant de le consommer à cause des nutriments qu'il contient en fait. Une habitude avec parfois comme une fréquence. L'absence de moyens financiers, un justificatif présenté. Compte tenu du contexte de pauvreté, que c'est chacun qui se débrouille à voir ce qu'il peut mettre sous la dent. À ce niveau-là, on peut peut-être dire qu'il n'y a pas un regard très vif, mais pour tous ceux qui sont soucieux de leur santé et tous ceux qui sont, qui ne sont pas indigents et qui peuvent se procurer des aliments de bonne qualité, peuvent justement se souscrire dans cette voie-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on insiste sur la salubrité, l'hygiène et surtout lire les étiquettes, comment consommer un produit, comment le conserver. Et pourtant, le non-respect des normes de la qualité en matière de l'alimentation entraîne des conséquences. Quand nous achetons un produit qui n'a pas été contrôlé, nous avons des maladies, nous avons les intoxications. Une fois que nous avons soit inhibé, soit consommé le produit. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la sécurité alimentaire est atteinte lorsque toutes les personnes en temps ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante. Le Cameroun répond-il à ces critères? Et pour préciser toute l'importance de la sécurité alimentaire, 91 millions de personnes en Afrique sont affectées par les maladies causées par une mauvaise alimentation. Enfants, femmes enceintes, personnes âgées font partie des couches vulnérables avec 137 000 morts chaque année. Et si vous êtes dans le business alimentaire, cette information peut vous intéresser. Mieux positionner son produit sur le marché, améliorer la gestion de son entreprise et trouver des fonds pour agrandir son business. C'est l'objectif de cette journée de réseautage organisée ce mardi par le Programme des Nations Unies pour le développement. Les bénéficiaires sont des jeunes entrepreneurs dont l'activité a été freinée par la Covid-19. Monique Naoussi-Fosso, Henri Chinda. Avec un accompagnement financier, les promoteurs de ces micro, petites et moyennes entreprises disent être prêts à réaliser de meilleures affaires. Leur business, ce sont les produits des champs, transformés et prêts à l'emploi. Notre besoin actuellement en fonds de roulement et pouvoir agrandir notre espace de travail, c'est 25 millions de francs CFA. Ceci va nous permettre non seulement d'agrandir l'espace, mais de passer d'une capacité de production d'une tonne à 100 tonnes mensuelles et aussi de passer de 500 bouteilles produites par jour à 10 000 bouteilles de produits par jour pour les thés glacés. C'est pour entrevoir des possibilités de financement que ces porteurs de projets sont à Douala pour une journée de réseautage avec les banques et microfinances. C'est le projet Rapid Financing Facility du PNUD avec comme partenaire le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Nous avons le privilège de voir aujourd'hui que nous avons environ une quarantaine d'entreprises que nous pouvons réellement accompagner pour devenir des champions nationaux. Et c'est dans cette dynamique-là que aujourd'hui nous sommes à Douala dans le littoral pour continuer ce rapprochement des solutions aux petites et moyennes entreprises par cet atelier de partage et d'échange organisé avec des institutions financières pour résorber l'épineuses questions récurrentes liées au financement des entreprises. 137 chefs d'entreprise ont été sélectionnés par le PNUD
pour un coaching en matière d'amélioration de l'accès au marché, l'accès au financement et le renforcement des capacités managériales. Au-delà du caractère innovant du projet, il y a plusieurs critères qui ont prévalu lors du choix des candidats. Il fallait être camerounais, une entreprise portée par un Camerounais, jeune de 18 à 35 ans, ou alors femme jusqu'à 55 ans. Il fallait être dans le domaine de l'agribusiness. Il fallait présenter un projet qui ait une forte capacité de création d'emplois. Il fallait aussi être une entreprise qui a été affectée par la crise de la Covid-19 en termes de baisse de son chiffre d'affaires ou en termes de réduction de son personnel et autres. Le centre, le littoral, l'extrême nord sont les 3 régions bénéficiaires de ce programme. La corruption, les lenteurs administratives et autres, le manque de conscience professionnelle, des mots dénoncés par les députés à Yaoundé. C'était à l'occasion de l'ouverture ce mardi de la session parlementaire du mois de juin. Notre précision avec Delphine Fonkouténé et Serge Alain Zibou. L'hymne national chanté pour la 2e fois en un laps d'environ 5 minutes. La main sur le cœur cette fois, la représentation nationale invite à plus de patriotisme. Rien ne pourra déstabiliser le Cameroun, même pas la récente chronique du journaliste de RFI au sujet du séjour privé du couple présidentiel en Suisse. Je voudrais interpeller l'opinion et le peuple camerounais afin qu'ils ne se laissent point distraire par les atermoiements d'un professionnel manifestement égaré. Comme dirait le chien aboie, la caravane passe. L'insécurité dans l'extrême nord, la crise anglophone avec le kidnapping, puis la libération il y a quelques jours de la sénatrice Regina Mundi, entre autres sujets qui préoccupent. Plus loin, Kavayegué Dibril dénonce. C'est le lieu pour moi de dénoncer des mots endémiques qui plombent l'action des préfets et des sous-préfets dans les 10 régions. Force doit rester à la légalité. Au cours de la session, nous nous excusons pour l'interruption de cet élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et la session du mois de juin est également sur les rails depuis cet après-midi au Sénat. Les membres de cette chambre de retour à l'hémicycle étaient heureux de revoir leur collègue Regina Mundi, qui a passé près d'1 mois en captivité chez les séparatistes pendant l'intercession. Occasion pour Marcel Niat Djifenji de condamner les actes de terrorisme perpétré dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait, le discours d'ouverture du président du Sénat, sélectionné par Delphine Fonkouténé. Sanitaire que j'ai évoqué tantôt, les menaces actuelles sur la paix mondiale, les changements climatiques entraînent des défis inédits pour la croissance, la sécurité et la stabilité pour l'ensemble de notre pays et des pays avoisinants et lointains. Mes chers amis, nous avons remarqué récemment la flambée des prix sur nos marchés. Nous avons connu aussi les revendications sociales dont certaines, quoique légitimes, sont récupérées et manipulées par les forces occultes hostiles à la possession de notre pays.
À 50 ans, Fon Frou Hassan Defrou Angouafé est le nouveau leader et guide du peuple Mankon. Il a été officiellement présenté aux fils et filles Mankon lors d'une cérémonie dans le respect des traditions. Tout ceci dans la région du Nord-Ouest. Et on parle du début des vacances qui rime avec moment ludique pour les plus petits. Dans plusieurs coins de la ville d'Ebolova, les enfants rivalisent de créativité pour occuper les journées d'une partie de billes au saut à la corde en passant par les tours à vélo. Les enfants débordent d'énergie, ce qui a un impact sur la ration alimentaire. C'est du moins ce que nous précise Ambroise Foguet dans cet élément. Partie de billes. Rien de plus éloquent que le silence au moment où vous visez le pion adverse dans la mise. Que de souvenirs d'hier. Le jeu aux billes ravive avec le départ en vacances 2022. Pour Kéran et Eto, comme pour la plupart des gamins, c'est de nouveau la saison ludique. C'est le jeu. Et à partir de 10 h, je commence à jouer aux billes. Dans les villages, le choix est porté sur la baignade bienfaisante de l'après-midi à la rivière, comme ici en Layo. C'est mieux au village. Au quartier Ebolova-Si 2, en fonction de l'âge, selon qu'on soit fille ou garçon, détermine le choix du jeu. On finit de jouer cousin et cousine, Chantal et Bia et Céléwas. Ndoshi, cordes, vélo et autres, pourvu à chaque fois qu'on y trouve gratuitement du plaisir. En l'absence de ses parents, Augustin, habitué aux jeux de mathématiques, est dans la peau de pilote de guerre. Parce que quand mon papa vient, il n'aime pas quand je joue à la guerre, je mets plutôt les mathématiques. Il y a cependant un bémol. Les gamins joueurs doivent recharger plusieurs fois par jour l'énergie dépensée. Bonjour des dépenses supplémentaires pour les parents. Il est bien vrai que les congés c'est pour s'amuser, mais la manière que ces enfants-là, ils demandent à manger, on ne sait pas si on va encore les renvoyer qu'à l'école. Donc nous avons vraiment des sérieux problèmes. On réfléchit comment est-ce qu'on va faire pour les recadrer. Ou bien ils vont recommencer que les cours de vacances aussitôt. Activité physique, mentale ou sociale, le jeu permet aux enfants de découvrir non seulement l'autre, mais aussi ses capacités et ses limites. Bonjour les vacances. Et sur le chemin des vacances, n'oubliez pas votre ceinture de sécurité. Dans un communiqué signé ce 7 juin, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, rappelle aux promoteurs des compagnies de transport routier interurbain que l'installation des ceintures de sécurité fonctionnelles dans les véhicules et leur port par tous les passagers est obligatoire, sauf pour des personnes souffrantes. Cette mesure s'étend désormais à tous les véhicules qui empruntent les axes lourds. Et pendant les vacances, pour les plus grands, c'est la recherche de stage, offre d'emploi et offre de stage. Les affiches proposant ces opportunités décorent les murs et les poteaux de nos cités. Des offres qui ne sont pas forcément fiables. Titi Freeman et Henri Chinda nous en disent plus dans cet élément. Ils sont visibles presque tous les 100 mètres dans les rues de la ville de Douala. Des offres d'emploi et de stage inscrits sur du papier ou sur des tableaux. Par curiosité ce matin, nous appelons un des numéros pris sur l'une de ces affiches pour vérifier leur fiabilité. C'est juste un message qui peut vous captiver, on ne peut pas écrire toute une Bible. Ah d'accord. Et quels sont les domaines? Lorsque vous allez arriver, vous allez trouver les responsables, les chefs de recrutement. Oui. Et ils vont vous expliquer, ils vont vous présenter les modalités. Au cas où vous êtes intéressé, vous allez conclure. Au cas où vous n'êtes pas intéressé, vous allez toujours trouver un choix. D'accord. Et oui. Est-ce qu'il y a des dossiers à constituer? Il faut d'abord que vous arrivez sur place. Là maintenant, s'il va falloir un dossier, on va vous dire. Se rendre sur le site de la structure, la seule option pour en savoir plus, au risque d'agression ou d'arnaque, selon les témoignages de certains postulants. Chose qui a poussé plusieurs à ne plus y croire. Elles ne sont pas fiables, c'est la pure arnaque. Ce sont les voleurs. J'ai eu une fois appelé les numéros. J'appelle souvent les numéros. Ils vont te demander de venir déposer 30 000 pour les dossiers. Si tu déposes plus rien, le téléphone ne passe plus. Je me dis que quelqu'un peut faire ça s'il n'a vraiment rien à faire parce que je ne trouve pas ça vraiment très fiable. Et généralement, on propose des salaires de 30 000 et tout ça. Malgré ces risques connus de tous, certains Camerounais continuent d'accorder du crédit
à ces offres publiques d'emploi et de stage. Certains sont fiables, mais dans le sens vraiment d'exploiter. Si je passe l'offre me plaît vraiment, je peux vraiment appeler. En quête de stage et d'emploi pendant les vacances, les jeunes sont appelés à beaucoup de vigilance face à ces opportunités qui ne nécessitent très souvent pas de compétences ou de niveau particulier. En sport, la rencontre Tanzanie-Cameroun joue les prolongations depuis peu. Alors que les Lions de moins de 17 ans sont éliminés, on apprend ce jour qu'une partie de la délégation est retenue en Tanzanie sous la contrainte. Officiellement, les 6 joueuses et quelques membres de la délégation sont retenus pour test positif à la Covid-19. Au sein du staff, on crie à la manipulation et à la maltraitance. L'autre partie des joueuses a atterri à Yaoundé. Que se passe-t-il réellement ? Tentative de réponse avec Marc-Lionel Chameau et Calvin Tekam. Les voici, c'est des policiers que vous voyez en civil là, ils sont venus pour arrêter les joueurs. Ces images et ces réactions sont celles d'une partie des membres de la délégation des Lions de moins de 17 ans, encore sur le sol tanzanien, 2 jours après leur élimination de la course à la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans, Inde 2022. Selon le staff technique, 6 joueuses, le médecin de l'équipe et un membre de l'encadrement technique ont été testés positifs avant la rencontre de dimanche dernier et retenus dans un hôtel de la place en Tanzanie. Dans un audio qui circule sur la toile depuis ce matin, le sélectionneur Stéphane Ziana s'est fondu en accusation contre la partie tanzanienne. Nous avons présenté une liste de 20 joueuses. De 20 joueuses, on a recalé 6 en matinée à l'hôtel. Et les 6, c'était par stratégie, parce que c'était les nouvelles dans la liste. Les nouvelles qui devaient prendre part au match et qui n'ont pas fait le match aller. Donc on a recalé ces 6-là techniquement parce que certainement ils ont regardé la scène feuille de match. Ils ont validé les noms qui avaient fait le match aller à Yaoundé qu'on a perdu. Les nouvelles qui n'avaient pas joué et qu'on a amenées ici pour pouvoir jouer. On a recalé les 6. Ce qui fait que nous sommes allés au stade avec 14 joueurs. Et dans les 14, il y avait 6 gardiennes. Et 3 gardiennes, je veux dire. 3 gardiennes. Et une gardienne, on l'a transformée en joueur de champ. Voilà les conditions dans lesquelles on nous a mis pour pouvoir faire le match retour en Tanzanie. Et toutes les bagarres qu'il y a eu avant le match, on a été fouettés. Pendant le match, il y a eu bagarre générale. Le garçon qui joue avec les filles a tapé sur le joueur avec des coups de poing. Il a même eu le carton rouge et ça a engendré une bagarre générale. Un feuilleton qui survient après que l'équipe nationale féminine des moins de 17 ans ait été battue 1-0 dimanche dernier en match retour du dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde de leur catégorie. Et sur ces images de la rencontre, on peut déjà constater le niveau de tension palpable avant le coup d'envoi. La Tanzanie l'emporte au cumul 5-1 et se qualifie pour le mondial. Une grande partie des joueuses et de la délégation est arrivée sur Yaoundé ce mardi après-midi. En attendant la situation des autres encore bloqués en Tanzanie, officiellement pour Covid-19 ne trouve une issue favorable d'ici là. Les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, encore silencieux sur cette scabreuse situation, vont atterrir en Tanzanie en compagnie des Lions indomptables ce mardi soir en prévision du match des éliminatoires de la CAN 2023 prévu ce jeudi face au Burundi. Les informations dans le monde à présent. Au Mali, la junte fixe à 2 ans le délai avant un retour des civils au pouvoir. Au Nigeria, les blessés de l'attaque terroriste de dimanche dans une église catholique sont sous soins dans une formation sanitaire et s'indignent contre l'insécurité qui règne dans le pays. Lil Pédjou et Calvin Tekam signent pour nous Escalmonde. Un prêtre et un témoin racontent l'attaque à laquelle ils ont survécu dans le sud-ouest du Nigeria après que des hommes armés aient tué à l'aide d'explosifs au moins 21 personnes, dont des enfants, durant la messe à l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo. Certains de nos membres ont eu le courage de fermer la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que je leur ai dit « Allons-y ». Nous avons donc commencé à nous déplacer à travers le sanctuaire dans un endroit appelé la sacristie, qui est un bâtiment derrière le sanctuaire où les prêtres se vêtissent et d'autres ministres aussi. Quelques personnes, quelques enfants et moi, nous sommes entrés dans la partie intérieure.
J'ai couru jusqu'à l'église. J'ai vu mes 2 enfants et nous les avons amenés ici au centre médical fédéral. J'ai aussi vu tant de personnes blessées et de morts. Au Nigeria, nous parlons d'insécurité. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas en sécurité. Parce que si nous étions en sécurité, de telles choses ne se produiraient pas. Et si elles se produisaient, les personnes impliquées seraient appréhendées. Le porte-parole du groupe Waki Tama, une coalition de leaders de l'opposition et de groupes de la société civile, dénonce le procès de 6 manifestants qui ont été inculpés de rassemblement en vue de causer des troubles publics, d'atteinte à la propriété et d'agression physique. Le procureur avait requis la contrainte pour amener les 6 prévenus au tribunal. Eux, ils avaient refusé de se présenter. Donc ils ont été amenés de force au tribunal. Deuxièmement, ils ont décidé de ne pas s'exprimer devant la cour. Voilà, donc, et il n'y avait pas les avocats, qui eux aussi sont en grève et qui ont boycotté d'ailleurs le procès. Le procureur, pour le moment, n'a pas mis sur la table les preuves. Aucune. Mais il a quand même requis des peines d'emprisonnement et des dommages et intérêts, plus des amendes. Pour en arriver là et forcer les choses, alors le procès il est forcément politique. C'est donc un procès de la France contre des leaders de la société civile au Tchad et en général de la population qui conteste leur politique au Tchad. La junte malienne se donne jusqu'à mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils, en fixant par décret à 2 ans à partir du 26 mars dernier la durée de la période dite de transition selon le porte-parole du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, décrète, article 1er, la durée de la transition est fixée à 24 mois. Pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. De la réclame pour refermer ce journal. La fête de fin d'année était belle au groupe scolaire bilingue La Lumière de Douala. Les tout-petits de la maternelle au primaire ont reçu leur bulletin, entre autres paquets. Reportage. Ambiance festive le samedi 4 juin 2022 au groupe scolaire bilingue La Lumière. Récits, danse, sketch, interprétation musicale ont meublé la cérémonie de remise de bulletins aux écoliers, couplée à la remise des diplômes aux finissants de la maternelle et du primaire. Quand il est entré ici, c'était pas évident pour lui de former des phrases. Mais après, je me rends compte qu'il est très bon parce que lui, il fait déjà section anglophone. Il est très bon en anglais. Il est parfaitement bilingue. Et concernant le cadre, vraiment j'apprécie parce que l'établissement est vraiment propre, ils prennent soin des enfants. Une occasion pour l'établissement de saluer les performances de ses pensionnaires, mais surtout encourager les parents pour leur accompagnement durant l'année scolaire. On a appris aux enfants de se discipliner eux-mêmes. Ils se disciplinent et après la discipline des encadrants, chacun sait que si je fais tomber un papier, je le ramasse, je le mets dans la poubelle. Voilà les valeurs qu'on enseigne aux enfants. Situé à Koto, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, le groupe scolaire bilingue La Lumière est doté d'une salle d'informatique, une bibliothèque, une infirmerie
et des équipements confortables dans les salles de classe, de quoi assurer un meilleur rendement des apprenants. Ici, au groupe scolaire bilingue La Lumière, on dispense la connaissance aux enfants et on leur apprend le patriotisme. On met la valeur sur la formation intégrale de l'homme. Il n'y a pas d'échec ici. Nous, on met un point d'honneur à suivre chaque enfant. Déjà que les classes ne sont pas bondées, donc les enseignants ont le temps de suivre chaque enfant particulièrement. C'est une année scolaire positive qui s'achève au groupe scolaire bilingue La Lumière. La rentrée 2022-2023 se prépare d'ores et déjà. Les inscriptions débutent le 1er juillet prochain. C'est sur ceci que nous mettons un terme à cette édition du 19h50 sur Canal 2 International. Merci de l'avoir suivi et merci de rester en compagnie des programmes de votre chaîne préférée qui se poursuivent à 21h30. Et par exemple, retrouvez votre programme hebdomadaire de santé Check-up qui s'intéresse à la prise en charge du pied-bot. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour l'information la meilleure et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.